quand on parle de francisation, on dit qu'on est obligé de donner des cours, d'offrir des cours de français aux immigrants, à ceux qui viennent travailler, aux travailleurs spécialisés qui arrivent de tout partout. On est censé mais la réalité, c'est qu'on leur donne un cours, mais ça ne veut pas dire qu'ils travaillent en français. Je veux dire qu'ils vivent en français et puis qu'au travail, ça se passe en français. Ils ont des cours, ils s'en retournent, mais c'est comme un enfant quand tu sais, je veux dire, un cours de base. L'enfant n'arrive pas à la maison, il parle en anglais, puis tout se passe en anglais, ou vice-versa. L'enfant qui prend un cours de français n'arrive pas chez lui, il parle en français. Donc, non, ça continue à se passer, puis les subventions sont données quand même. Sur la question de est-ce qu'un Québec indépendant offrirait des meilleures possibilités, moi, je pense que ça dépend du Québec qu'on se donne. Et je vais en même temps répondre à l'autre question. Quand on dit oui, il y a de la discrimination, on est discriminé, on en discrimine d'autres, bien c'est ça. Si on se donne un Québec qui donne une véritable politique d'intégration pour les personnes migrantes, oui, si on se donne ces outils-là dans un Québec indépendant, bien sûr. Si ce n'est pas le cas, c'est un Québec indépendant qui continue à faire vivre de la discrimination aux personnes migrantes et aussi aux femmes. Je pense qu'ils soient indépendants ou pas, ça ne changera pas. On vit dans un continent qui est maintenant dominé par des anglophones. On est chanceux, on a des alliés parmi eux. Je pense qu'il faut capitaliser maintenant sur ces réseaux-là existants, sur les anglophones qui apprennent le français, qui le pratiquent. On ne changera pas le fait que la première colonie de France a été l'Angleterre et que, ce faisant, on a construit de façon pratiquement sémantique à l'intérieur de la culture anglophone une espèce de francophilie, de francophobie débridée. Et ça ne changera rien à la situation. L'indépendance, éventuellement, ne changera rien à cette situation-là. Et il faut reconnaître aussi que la loi 101 a fonctionné parce qu'elle n'était pas contre l'anglais, mais pour le français. Et que, foncièrement, elle n'a jamais dit que deux anglophones ensemble dans leur quartier ne pouvaient pas parler anglais. Puis que, forcément, s'ils se créent des entreprises et qu'ils décident d'engager juste des anglophones, bien, ça va fonctionner beaucoup en anglais à l'intérieur. Si on décide de faire des lois contre ça, qui vont casser ça, c'est un autre niveau de difficulté. Puis je ne suis même pas certain que ça se ferait dans un Québec indépendant. Et d'ailleurs, au fond, comme je l'ai dit, je le redis, la meilleure manière de défendre le français, c'est de marquer des points ailleurs. Puis il y a plein de choses à faire en ce moment pour la promotion du français, pour l'embauche de cadres. On peut trouver maintenant des cadres francophones partout au Canada, partout aux États-Unis, des gens qui ont un très très haut niveau de formation qui parlent le français. Mais il faut que les entreprises québécoises, puis il faut que les gens qui financent ces entreprises-là disent aux entreprises, là, vous allez mettre le français comme critère d'embauche. L'indépendance ne fera pas de différence là-dedans. Si on ne le met pas comme critère d'embauche, ça ne marchera pas. Jean Dion, l'ancien délégué du Québec à Tokyo, quand lui est arrivé, il m'a raconté que quand lui est arrivé, il engageait des conseillers économiques japonais qu'anglophones. Parce qu'il y avait dans l'idée qu'on ne trouvait pas de candidats francophones avec un background en finance ou en économie au Japon. Alors qu'il y a 700 000 Japonais qui parlent le français, qui l'apprennent. Ils ont mis, grâce à lui, le critère de parler français comme critère d'embauche à la délégation. Et ils ont eu des candidats supérieurs à ceux qu'il y avait avant, en termes de background et de compétences. Donc, il n'a pas attendu là, que le Québec indépendant se fasse. Et ça, je reviens constamment à cette question-là. Il y a une question hypothétique, puis il y a la réalité. Puis là, en ce moment, la réalité, c'est qu'il y a plein de choses qu'on peut faire maintenant, avant même que ça se fasse, puis qui vont certainement faciliter cette éventualité-là. Demain, après-demain, dans 10 ans, dans 15 ans. Les cours de français, je n'ai jamais participé, mais je peux vous dire qu'ils sont appréciés parce que ça va par niveau. Ils sont subventionnés par le gouvernement. Donc, ils sont sur les lieux de travail, mais ce n'est pas toutes les entreprises qui mettent ça sur les lieux de travail.
Il y en a que ça va être à l'extérieur, en dehors des lieux de travail et en dehors des heures de travail. Mais ce qui attire, c'est que quand on a eu les 50-60 employés qui sont venus, on a offert les cours de français aux employés et à leurs épouses et à leurs conjointes et aux enfants. Donc, toute la famille avait accès aux cours de francisation, à la francisation. Présentement, mais c'est difficile. Nous, on a attendu 2 ans. Là. Ça fait 2 ans qu'on attendait puis que je poussais la direction pour avoir les cours de français. Ils ont commencé, puis les anglophones apprécient, puis ça va par niveau aussi, débutants. Donc, c'est ça. Si je peux juste me permettre 2 petites secondes, parce que répondre un petit peu à la dame pour ce qui est de l'allégeance politique, ce que je veux dire, c'est qu'en milieu de travail, je ne fais pas de politique. Ce que je veux dire, c'est qu'en milieu de travail, que je sois pour la souveraineté ou pas, qu'on soit du PQ, c'est la volonté que les personnes dirigeantes qui sont importantes, qui font en sorte qu'en bas, on s'en ressent. Qu'on peut être Marois, Couillard, je m'en sacre. Oui, on s'en fout. On s'en fout quel parti. Toutes les partis qui sont au pouvoir devraient faire en sorte qu'on puisse être capable de travailler en français. Sur les cours de francisation, je pense que c'est un outil extraordinaire qu'on doit continuer à développer. Il y a des difficultés d'application, par contre. Effectivement, il y a plein de programmes par Emploi Québec, mais par d'autres biais. Il faut commencer par se démêler. Les travailleuses et travailleurs non syndiqués, je pense que c'est assez compliqué pour eux. Ils ne doivent pas y avoir accès ou très rarement. Quand ça passe par les syndicats, c'est plus simple. Mais certains cours, par exemple, remboursent les salaires perdus à 80 %. Il faut trouver comment on rembourse le 20 % supplémentaire. C'est déjà un défi. Parfois, dans une entreprise ou, par exemple, dans l'hôtellerie, il n'y a pas assez de personnes intéressées à les suivre. Donc, il faut réussir à jumeler, par exemple, un secteur. C'est là-dessus qu'on travaille. Effectivement, quand c'est donné sur le temps de travail, c'est la solution la plus intéressante. Sinon, quand c'est le soir, les fins de semaine, souvent, les gens n'ont pas le temps d'aller le suivre. Quand on peut le faire avec la famille, c'est extraordinaire. Donc, il faut continuer à travailler dans ce sens-là, mais il y a quand même des embûches. Il y a les cours de francisation pour les personnes immigrantes, puis il y a les cours aussi de formation de base, des notions de base en français pour être capable, pour les francophones aussi, de bien participer à la vie citoyenne. Ça aussi, ça a des difficultés parce que souvent les gens sont gênés d'aller suivre ces cours-là aussi. Fait qu'il faut donner des conditions gagnantes, là, mais je pense que c'est intéressant de continuer à travailler dans ce sens-là. J'ai découvert, il y a une couple d'années, j'avais été invité comme conférencier en Ontario pour découvrir que en Ontario, les conseils scolaires francophones doivent avoir une politique linguistique. Ça m'a surpris beaucoup. Et à la réflexion, je me rends compte que peut-être un rafraîchissement à faire à la loi 101, ce ne serait pas d'avoir juste des comités de francisation dans les entreprises, mais d'avoir des entreprises forcer une politique linguistique chez les entreprises québécoises. Notamment parce que ces entreprises-là, maintenant, contrairement à il y a 40 ans, ont des ambitions, des actions internationales. Et donc, des politiques de recrutement, etc. Et si on attache ça à une politique linguistique, on attache les ressources humaines à ça, on peut faire des avancées. Et il y a un exemple assez probant qui s'appelle Michelin, qui a monté toute sa propre politique linguistique suite à l'acquisition qu'ils ont faite de Goodyear en 2000. Et ils se sont montés une politique comme ça, où ils ont essentiellement établi quel serait le statut des langues dans la multinationale. Donc, c'est le conseil d'administration qui a fait ça à Clermont-Ferrand. Donc, à mon avis, il y a une réflexion à faire de ce côté-là. Le comité de francisation, oui, mais c'est à l'intérieur, ça. Et l'entreprise fonctionne dans un environnement qui n'est pas même celui qu'on imaginait il y a 40 ans. Donc, à mon avis, il y a peut-être une réflexion à faire de ce côté-là.